Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente du Parlement, Monsieur le Municipal, cher Xavier, chers invités, c'est un défi. C'est un défi que nous allons essayer de vous partager aujourd'hui, celui de transformer un lieu de vie en un lieu de transition. Alors la transition, ça veut dire mille choses, c'est ce qui va être débattu aujourd'hui. Mon rôle en tant que porte-parole et délégué d'une magnifique équipe qui a passé des semaines pendant tout cet été pour transformer ce lieu en quelque chose qu'on espère être un signal, un exemple de ce que nous avons déjà réalisé, mais de ce que nous pourrons réaliser encore mieux si nous pouvons continuer dans cette aventure ici. Eh bien, mon rôle, c'est de vous accueillir, de vous expliquer les choses pratiques. Donc, on s'est donné 1h15 à peu près, jusque vers 15h45 pour débattre, trouver des solutions, avec Xavier Comtesse aussi, qui n'est pas loin. Il est là, je t'en prie, je peux venir avec moi. Oui, bien. Et ensuite, nous avons la chance d'accueillir l'équipe de Lavo Vin Bio. Il y a aussi Jean-Christophe Picard qui va nous faire une petite présentation. Tu n'oublieras pas, Jean-Christophe, hein, ça va bientôt être à toi de 2 minutes. Et l'idée, c'est de dire, en synthèse, après la réflexion, la convivialité. Convivialité qui commence par petits morceaux pour marquer des choses très pratiques. Vous êtes dans un endroit qui est de loin pas fini. On s'excuse vraiment du fond du cœur de ne pas réussir encore à vous accueillir dans un endroit qui a les infrastructures qui correspondraient à l'intention fondamentale d'être un message d'exemple pour ici. On a des gros spots, on a des choses qui ne sont pas idéales, mais voilà, on a déjà fait du boulot et vous avez déjà pu voir des exemples de ce qu'on peut faire. Et dans ce contexte, l'idée c'est de pouvoir, après avoir débattu, découvrir, en discuter entre nous et aussi peut-être réseauter pour les projets qu'on est en train de développer. Alors parmi vous, il y a des gens que nous ne connaissons pas, il y a des gens qui sont des partenaires de longue date, des doyens de la Haute École de Gestion, un ancien adjoint à la culture du canton, des gens qui ont fait à leur manière cette SMALA, cette tribu en mouvement depuis 25 ans. On a des artistes et on a des porteurs de projets. Et c'est à eux qu'on va donner la parole en premier. Ces gens qui, chacun à leur manière, ont dit « Ok, c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que je vais perdre, mais moi ça va me faire du bien parce que je me sentirai en phase avec ce que j'entends dans les médias, partout, c'est-à-dire un changement avec un certain courage, j'oserais le terme, une certaine radicalité. On utiliserait un terme d'une personne chère qui fait partie de notre conseil. Elle s'appelle Florence Devoir, elle est même notre vice-présidente. Elle a été la présidente de la fondation qui gère Wikimedia, donc la fondation qui gère Wikipédia. Elle disait il faut la non-discrimination radicale, radicalement non-discriminatoire. Je terminerai là-dessus. Avoir le courage de donner la parole à tout le monde, et vous l'avez vu aujourd'hui plus que jamais. Laisser la parole à tout le monde, c'est important. Alors, c'est sur cette base qu'on va accueillir d'abord quelques personnes qui vont nous partager leur expérience concrète. On leur a demandé de faire 2 minutes. On va voir s'ils y arrivent, c'est un défi. Et puis, ensuite, donner la parole à ceux qui, à leur manière, peuvent gouverner et amener une évolution à leur mesure. On sait très bien qu'eux aussi, ils ont des défis et des limites. Voilà. Donc, j'invite comme première personne Emmanuel Bigot. Emmanuel, bienvenue. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je raccourcis déjà les bonjours pour être dans les 3 minutes que Théo m'a accordées. J'ai fondé il y a 10 ans une entreprise qui s'appelle Biocapi SARL, spécialisée dans l'assainissement écologique. C'est donc l'installation de toilettes sèches, de solutions de compostage et également sur la filtration des eaux. Quand j'ai créé l'entreprise il y a 10 ans, j'étais certaine qu'après 4 ou 5 ans, j'aurai plusieurs concurrents. En fait, 11 ans plus tard, je suis toujours la seule
à proposer des toilettes sèches à la vente et à la location en Suisse romande. Alors, pourquoi déjà parce que le sujet n'est pas sexy, effectivement, parce qu'il faut qu'on parle de pipi et de caca et de ce qu'on va en faire. Mais il touche à tellement de domaines, je vous assure que c'est passionnant. Finalement, les toilettes sèches, l'assainissement écologique, ça touche à la construction, ça touche à l'agriculture, ça touche à la biologie, à la chimie, ça touche également à la sociologie et puis aussi à la psychologie, oui. Aussi peut-être parce que la Suisse est assise dans son train fou, où on pense qu'on n'a pas de problème d'eau, ou disons jusqu'à il peu, on pensait qu'on n'avait pas de problème d'eau. J'ai dit oui à Théo de venir aujourd'hui parler de ce sujet, parce que un jour avant, le magazine Construire faisait un article dessus, et je me suis dit, bah oui, il faut qu'on en parle. Il y a 10 ans, j'ai fait une formation sur les toilettes, les manifestations sportives et l'écologie. Et puis j'avais posé la question des toilettes sèches. C'était donc à l'époque on disait encore toilettes quoi, les toilettes sèches. Et puis on m'avait répondu mais non, parce qu'en Suisse on n'a pas de problème d'eau. Et puis 10 ans plus tard, l'évolution de l'environnement me donne raison. On m'avait répondu la Suisse est le château d'eau de l'Europe. Quand tous les glaciers auront fondu, est-ce qu'on le sera encore? Je voudrais aussi dire que l'assainissement écologique, c'est vraiment la première pierre de l'économie circulaire. C'est vraiment, on mange, on utilise ces excréments comme pour faire du compost. Le compost est un fertilisant naturel qui va engraisser les sols, qui permettront de faire pousser des plantes que vous mangerez. En 2008, j'ai équipé la moitié du camping du Paléo. Ça n'a pas été renouvelé pour des questions notamment de coûts et de main-d'œuvre, mais ça représente quand même 5000 personnes pendant une semaine en non-stop, nuit et jour, qui mangent, qui boivent et qui boivent beaucoup. On n'a pas du tout utilisé de véhicules à moteur. Tout s'est fait avec la traction animale, avec des chevaux qui tiraient une charrette, un paysan qui nous a laissé faire du compost. Donc on peut le faire. On peut, en cas d'urgence ou de volonté d'un développement durable, qu'un village entier soit équipé de toilettes sèches, c'est faisable. Quels sont encore les freins? Eh bien, les toilettes sèches, c'est vrai que ça demande une certaine manutention, un certain investissement de soi en fonction des investissements qu'on est prêt à consentir. Moins on a de moyens, plus on doit bosser soi. D'autres freins, c'est des mauvaises expériences qu'ont pu vivre des gens par des installations mal dimensionnées, mal installées, mal gérées. Et après, ça fait des freins énormes parce qu'on parle beaucoup plus de ce qui ne fonctionne pas que de ce qui fonctionne. Le domaine aussi manque d'innovation. Il faut absolument qu'il y ait plus de fonds pour que les gens, que la recherche appliquée développe des solutions. Théo m'a demandé d'exposer mon défi. Alors moi, j'ai pas de défi personnel du tout. Je me contente d'essayer de faire mon travail au mieux et dans les limites de mes capacités, mais toujours au mieux. Par contre, le défi, je vous regarde, c'est le vôtre. Je suis municipale, donc c'est aussi un peu le mien. Mais c'est vraiment d'assurer à la population une eau potable de qualité qui soit exempte de micropolluants et puis qu'on l'ait en quantité suffisante. Votre et notre défi, c'est de favoriser ceux qui sont prêts au changement. C'est de ne plus octroyer de permis de construire dans les villes ou les villages dont les stations d'épuration ne sont plus aux normes. C'est hyper important, ça se fait déjà dans le canton de Fribourg. Alors, comme on a envie de construire quand même, les gens ont des besoins de construire, on peut imaginer le faire, mais qu'il y ait des solutions d'assainissement écologique qui aillent avec. L'État doit offrir une aide aux personnes qui sont prêtes à faire ce pas. Il faut absolument qu'il y ait des plateformes de compostage locales que les gens puissent utiliser, des partenariats avec des agriculteurs. Il faut favoriser la récupération du phosphore dans l'urine directement, pas à travers les stations d'épuration, parce qu'on ne fait que complexifier le problème. Je ne peux pas non plus terminer mon laïus en faisant la promotion des stations d'épuration, ce ne serait pas possible. Je rappelle qu'au début des années 2000, l'Institut suisse de l'eau à Dubendorf, Léa Wag, avait rendu un rapport sur l'état des installations d'assainissement en Suisse. Et la Suisse n'aura pas les moyens d'entretenir son réseau de canalisation d'eau usée.
Donc on doit aussi maintenant trouver d'autres solutions. J'ai fini. Je vous remercie. Voilà, nous n'avons pas aidé Emmanuelle, elle s'est débrouillée entièrement toute seule, mais c'est vrai que la SMALA s'est retrouvée dans les fins des années 2000-2008, comme ça. On a eu à 2 reprises des mandats de l'Union européenne et de la Confédération pour stimuler les entreprises dites sociales. Et donc on a reçu de l'argent de la Confédération, des sommes de 50 à 100 000 francs, 4 ou 5 fois, pour organiser avec d'autres groupes en Suisse et en Europe des formations pour stimuler la création d'entreprises dites d'utilité publique. Et donc il y a eu quand même pas mal d'entreprises qui ont émergé, qui n'étaient pas du tout dépendantes de nous, mais pour lesquelles on a joué un même rôle qu'un incubateur d'entreprises dites start-up ou autre, sauf que là, il n'y avait pas cette excitation d'investisseurs, ni ce potentiel d'exploser comme une grande entreprise, justement parce qu'on travaillait en réseau. Et quand on travaille en réseau, c'est plein de petits artisans qui se mettent ensemble. Alors là, il n'y a pas beaucoup de concurrence, c'est un peu triste. Ça signifie que le sujet n'est pas encore mûr, mais il y en a d'autres où il y a de la concurrence. Et typiquement, c'est le cas de ce que va nous présenter Xavier Balança, que nous accueillons maintenant, qui habite dans la maison et qui est un entrepreneur magnifique qu'on se réjouit de découvrir. Voilà, bonsoir à tous. Et on vient de le dire, j'ai la chance d'habiter dans cette maison. Je travaille chez Swiss Grid à Lausanne, et puis dans mes heures perdues, je gère une entreprise qui cherche à créer de la valeur avec ce qui n'en a plus. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On collecte dans les boulangeries et pâtisseries artisanales ce que notre société considère comme des déchets, c'est-à-dire ce qu'elles ont produit le matin même, mais elles n'ont pas pu vendre. On rassemble ça à assez large échelle et on les revend un jour de plus dans un magasin dédié où on ne trouve que des produits qui touchent à la problématique du gaspillage alimentaire. Donc des produits de boulangerie et pâtisserie essentiellement. Et à qui est-ce que ça s'adresse? Ça s'adresse aux gens du quartier qui nous considèrent comme une boulangerie normale, aux gens qui viennent de Genève parce qu'ils nous ont vus à la télévision et qui trouvent ça un peu particulier, aux gens qui ont les moyens et puis qui, par leur acte de consommation, veulent soutenir ce genre d'initiative, les gens qui ont moins de moyens et qui sont contents de faire une bonne affaire, aux enfants qui ont leur croissant à 50 centimes, comme aux retraités qui cherchent un moment pour discuter avec les employés ou les autres consommateurs. Peut-être vous les voyez là, les chiffres, quelques chiffres avant les défis. On a toute une série de magasins. Moi, je m'occupe d'amener ça en Suisse romande. En Suisse romande, on en a un à Fribourg. On essaye de planifier le deuxième à Lausanne. Pour le seul magasin de Fribourg, notre activité, ça représente un partenariat avec 16 boulangeries, du petit artisan du village aux plus grandes chaînes qu'on a en Suisse romande. C'est 14 tonnes de marchandises qu'on revend, qui seraient jetées sinon. C'est 12 emplois qu'on a créés, des emplois à temps partiel. Et, je peux vous dire, encore 20 tonnes de CO2, je crois. Et on a jusqu'à 250 clients par jour. Les défis, quand vous montez une entreprise comme ça, il y a, surtout quand vous n'êtes pas de la branche alimentaire, il y a un grand nombre de contraintes. Vous avez pignon sur rue et qu'on est un établissement public de surcroît dans le monde alimentaire, de contraintes administratives et régulatrices. Et ce qui est difficile, c'est de faire face à ça et en même temps monter son affaire. Et donc le défi, c'est que les services de l'État, souvent, ne se comprennent pas comme des services. Et nous, on a eu la malchance à Fribourg que les autorités communales et cantonales nous ont mis les bâtons dans les roues de A à Z à peu près, ce qui ne nous a pas empêché de faire notre chemin, parce que ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on est ouvert. Quand on a des idées qui sont différentes, innovatrices, j'ai remarqué un peu avec tristesse qu'en définitive, c'était le rapport de force et la menace qui nous a permis cette transition écologique, et puis pas tout à fait les valeurs qu'on voulait véhiculer avec notre initiative au départ. Alors le gaspillage alimentaire, c'est 2 millions de tonnes de marchandises par année en Suisse, c'est quelque chose d'énorme.
Et il y a encore beaucoup à faire. Nous, on a choisi le pari de travailler qu'avec les boulangeries artisanales pour favoriser, pour donner une vitrine supplémentaire au travail de l'artisan. L'artisan, il a la difficulté que le mode de consommation des gens change, et il devient plus irrégulier, et ils ont moins les habitués de tous les jours comme autrefois, et donc ils ont plus de difficultés à calculer les quantités de marchandises qu'il faut, donc ils ont plus de restes, et c'est pas eux qui produisent trop pour gaspiller, c'est plutôt le consommateur qui devient imprévisible, donc ils ne peuvent pas faire grand-chose, donc on les aide à trouver une solution pour leur gaspillage alimentaire, et on travaille que avec eux, pas avec Coop, pas avec... Mais vous avez proposé ou c'est... Non, 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 non. Nous, on veut travailler que avec les boulangeries. Il y a d'autres associations, il y a d'autres institutions qui travaillent avec la grande distribution. Merci Xavier. Voilà. Alors nous allons maintenant accueillir Jean-Christophe Picard, notre vigneron, voisin, ami et partenaire, qui va vous faire découvrir avec ses deux collègues, messieurs Fonjala et Valélian, le vin bio et biodynamique du Lavaux. Voilà. Et on t'écoute pour les 2 minutes de pitch. Waouh! Bien, bonjour à tous. On est content d'être là aujourd'hui avec vous. Écoutez, c'est vrai que la vigne, comme toutes les autres aventures, c'est toujours une aventure humaine. Hein, et puis c'est vrai, quand on partage un verre, ça reste profondément humain. Donc en fait, moi je suis vigneron depuis 4 générations, notre famille est vigneron depuis 4 générations sur les mêmes terres, et c'est vrai qu'on a tout vécu. Mon grand-père a vécu l'avènement de la chimie, et pour lui c'était magnifique. Il a remplacé une hotte de fumier avec une poignée d'azote, il a remplacé des heures de raclée avec quelques secondes d'herbicide. C'était... L'humanité allait vers le miracle, quoi. C'était extraordinaire à l'époque. Dans les années 30, c'était vraiment une révolution. Je pense que si j'avais vécu à son époque, aventure humaine, j'aurais sûrement fait la même chose. Et mon vécu est un petit peu différent quand même. Le temps a passé, ça fait longtemps qu'on sait que les sols gentiment dépérissent. Cette fertilité naturelle qui nous a nourris jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, dans la plupart des sols agricoles, c'est devenu en fait juste un support à la chimie qui recycle quand même un petit peu tous les déchets de la pétrochimie. Ça comme ça, voilà. Et puis, nous, voilà, 4 générations. Mon père, entre deux, a commencé à faire du bio en 72, ça n'a pas été facile. Il a arrêté en 76 suite à une grosse sécheresse. Et déjà, ça a bougé un petit peu les idées. Hein. Et puis voilà, 30 ans après... Le défi. 30 ans après, moi, ça fait... on est parti avec la vie d'une amie. Moi, cette idée de sortie de la chimie a toujours été, pour moi, elle est presque dans ma génération. Je crois que, né en 71, on a vécu les premières boîtes de raviolis, donc gentiment tout ça, on a envie d'arrêter. Et c'est vrai qu'on a commencé à arrêter les herbicides, les engrais minéraux, et ça fait déjà depuis longtemps. Et puis la dernière étape, c'est vraiment la biodynamie depuis 5 ans, quelque chose de tout à fait intéressant, un autre regard, très différent du bio par rapport à ce qu'on considère le monde du vivant, où on essaie de travailler un petit peu sur les impulsions du vivant. Et ce qui est assez chouette en agriculture, c'est que cette biodynamie, elle remet le paysan, le vigneron, l'agriculteur au centre de son domaine agricole. Et aujourd'hui, je crois que pour l'agriculture en général, c'est vraiment un plus. Personnellement, pour ma vie de tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui redonne de la dynamique, de l'ouverture d'esprit, et puis qui nous permet d'aborder peut-être les problèmes avec un petit peu plus de nos problèmes agricoles. Et je peux vous dire qu'on en a. Hein, il y a tout un tas d'affections qui remontent depuis le sud. Hein. On parle de la cicadelle avec la flavescence dorée. On ne parle pas encore du xylella, mais ça va venir, hein, qui est en train de détruire les olives et tout ça. Donc c'est vrai que de pouvoir retravailler, un peu comme travailler quand même nos ancêtres, il faut être réaliste. Ils n'avaient pas cette connaissance industrielle, mais ils avaient cette connaissance empirique. Et ils arrivaient peut-être plus à travailler sur les impulsions. Alors c'est vrai que revenir à ça, quelque part, c'est chouette. On n'y revient pas vraiment parce qu'on a un autre savoir. On connaît beaucoup plus de choses. Et on a aujourd'hui peut-être plus de moyens d'avoir ces outils avec vraiment des bénéfices qui sont importants pour l'être humain. On est ce qu'on mange, on est ce qu'on boit. D'ailleurs, on vous invite à boire un coup avec mes collègues tout à l'heure, Gérald Valélian et Pierre Fonjala. C'est une aventure humaine, on travaille ensemble. On a créé un mouvement qui s'appelle Lavaux Vin Bio. Et l'idée, c'est vraiment de promouvoir le bio, la biodynamie pour nos collègues, parce qu'on pense que c'est important. Un petit mot sur Lavaux, peu de terrain, viticulture de montagne, peu de terrain exploité, des fois 60, 80, 1 mètre, vraiment, on a soif en ce moment. Les terres ont soif. Et c'est vrai qu'on doit impérativement prendre soin de cette terre. Celle qui nous nourrit, moi je suis un exemple.
Autant je travaille cette terre, j'ouvre les yeux, je vois ce qui se passe. Donc, le défi, c'est que dans quelques années, à Labo un Bio, on ne soit pas 7, mais on soit 100, quoi. Comme il y a 200, plus ou moins, 200 domaines à Labo, s'il y avait la moitié dans les 20 ans, non, les 25 ans, non, mais c'est égal. Il faut que ça avance, quoi. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Jean-Christophe et des vignerons en général. C'est un travail extraordinaire qui demande beaucoup de passion. Et j'aimerais illustrer cette passion par la musique du vin. C'est une chanson hautement spirituelle, puisqu'il va jusqu'au ciel là-haut, depuis le lac. Merci Alexandre. Voilà, nous avons encore 2 invités qui vont parler. On va essayer de trouver le bon équilibre pour les écouter tout en passant à surtout donner la parole à nos invités. Donc c'est d'abord Noémie Carrara, que je suis très heureux de remercier du fond du cœur, puisque les nuits blanches, c'est elle, les moments difficiles, c'est elle, et les solutions, c'est elle. Merci Noémie. Merci. Alors je ne suis pas la seule qui a fait des nuits blanches cette nuit, donc merci Théo aussi d'avoir planté des clous jusqu'à 3h du matin, voilà, pour préparer cet événement. Donc moi je suis là pour présenter plutôt donc, le Labo Vivant, donc l'endroit où vous vous trouvez. Donc c'est vraiment un réseau européen des Living Labs, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots, c'est l'idée, il y a le mot laboratoire qui, est, donc, qui parle de tout ce qui est innovation sociétale, tout ce qui est recherche. Et vivant, c'est en fait ça se réfère aux pratiques quotidiennes, à ce qu'on peut vivre tous les jours. Donc ça doit être quelque chose qui est implanté dans la réalité des gens et pas tout simplement un laboratoire fermé et puis séparé de la réalité. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire ici en vous présentant un petit peu encore de manière, avec un petit peu de bricolage pour l'instant. Tous les 10 laboratoires que nous présentons ici tournent autour justement des bonnes pratiques écologiques et numériques. Donc, par rapport au recyclage, aux toilettes sèches, avec beaucoup de partenaires qui sont aussi aujourd'hui avec nous et qu'on remercie de leur présence. Et quoi d'autre? Donc, notre défi actuel, je dirais principal, c'est voilà, de se poser la question si tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est grâce à nos membres, aux personnes qui ont placé des fonds, qui ont placé leurs fonds propres et personnels dans ce projet. Et donc, si on n'a pas de financement, je dirais, public, comment ce qu'on fait peut être d'utilité publique, à quelque part, comment ça peut être reconnu et être identifié comme quelque chose d'utilité publique. Donc, pour l'instant, nous, on a mis toutes nos forces vives et humanistes, entre guillemets, au service de ce projet. Et donc, le plus grand défi actuel pour nous, c'est ça. Et voilà, donc bienvenue, découvrez tous les lieux, n'hésitez pas à poser des questions pour les différents laboratoires. Il y en aura 10, on pourra faire le tour après, et je ne vous prends pas plus de temps parce qu'il faut continuer, je crois, avec les présentations. Merci.
Merci Noémie. Voilà, last but not least, notre directeur du cluster, puisque la SMALA, elle a en fait 5 activités. L'une, c'est l'emploi et l'accompagnement à la création d'entreprises pour notamment des jeunes qui sortent d'université, qui ont envie de mettre du sens et qui vraiment créent des entreprises au notre sein. Le deuxième, c'est la partie de l'activité de coopérative d'habitation avec des logements. Le troisième, c'est plutôt la construction. Et puis le quatrième, c'est les projets numériques. Et depuis 20 ans, il y a une fondation d'utilité publique, même d'ailleurs reconnue et exonérée d'impôts, avec une équipe magnifique, dont plusieurs personnes incroyables sont ici. Notre directeur, Thanasis Christis, a lancé plusieurs grands projets et va nous en parler brièvement. Alors, mon défi aujourd'hui, c'est de vous faire danser. Est-ce que Georges vous demandait de vous lever, s'il vous plaît? Et la danse, effectivement, c'est une danse numérique. Attendez. Tous ensemble. Merci. Comment il s'appelle cette danse? Floss, voilà. Ça vient d'où? C'est un jeu vidéo, effectivement, mais ça vient d'où originalement? YouTube. C'est YouTube, c'est un jeune garçon de 12 ans qui a lancé cette danse, en effet, à YouTube, et qui est devenu très connu parce que Katy Perry et d'autres chanteurs, après, ils ont invité à faire ça sur scène. Je dis ça parce que nous, quand on entre dans une école pour parler du numérique, on entre avec une idée que le corps et tout notre être est dans le numérique. On ne fait pas la division, ça c'est numérique, ça c'est pas numérique. On vit avec le numérique, on est dans le numérique, mais il faut faire attention, il faut faire de la prévision, il faut comprendre qu'il y a des choses à respecter avant, il y a des règles, il y a d'hygiène, il y a des choses à respecter. Et ça c'est notre défi, ça c'est notre projet, c'est ce qu'on aime faire, être avec les écoles, les étudiants, les enseignants, les entreprises et tout le monde, expliquer que le monde va être meilleur seulement avec le numérique et la technologie. Merci beaucoup. Voilà, vous les avez entendus. C'est maintenant qu'on vous invite à rejoindre la scène et qu'on va animer ce débat. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Stéphane Delagodel, rédacteur en chef du Temps, et Théo m'a gentiment invité avec son équipe à venir passer ce moment avec vous. Donc nous allons discuter des phénomènes de transition avec nos différents invités, et juste pour vous dire qu'effectivement je pense que nous sommes dans un moment de transition qui est très intéressant, puisqu'il rejoint à la fois des concepts qui sont très sociétaux, qui sont très différents peut-être du monde que nous avions il y a 20 ans. Moi je travaillais déjà il y a 20 ans au journal Le Temps, au début du journal, et c'est vrai qu'à l'époque, au sein de la rédaction, on se battait beaucoup, on discutait beaucoup, et on s'écharpait beaucoup sur les concepts politiques. Et maintenant, alors c'est toujours de la politique bien sûr, mais on parle de plus en plus de choses sociétales, et finalement, un média comme le nôtre parle de plus en plus d'écologie, de transition, de numérique, de choses qui vont changer la vie des gens dans leur réalité quotidienne, qui vont souvent après se transformer en actes politiques. Mais ce moment, je trouve, est particulièrement intéressant à raconter, et de voir avec nos différents invités aussi comment ils le vivent, à la fois dans leur sphère personnelle et dans leur sphère publique. Donc nous avons notamment, je vais commencer par Nouria Gorité, vous êtes présidente du Conseil d'État vaudois. On a vu dans les différentes interventions qu'il y avait auparavant, il y avait énormément pas de récrimination, mais d'attente de la part d'un État qui doit aider, qui doit soutenir, qui ne doit pas mettre des bâtons dans les roues. C'était Fribourg, donc ça va, c'est pas le canton de Vaud. Dans vos tâches, à la fois de président du canton et aussi responsable des infrastructures et des ressources humaines, est-ce que vous sentez aussi ce moment de transition et comment l'action de l'État doit s'inscrire? Tout d'abord, bonjour, merci pour cette invitation. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais essayer de faire le plus bref possible. Tout d'abord, le gouvernement vaudois, il s'est doté d'un nouveau programme de législature au début de cette législature, et il a placé précisément ce programme sous le chapeau de l'agenda 2030, déjà, en disant si développement il doit obéir à un certain nombre de règles. La croissance, elle doit s'inscrire dans un cadre, et avec un but
qui est celui d'être dans la durabilité et la préservation des biens actuels dans des perspectives à venir. Et dans ce cadre-là, évidemment, on s'est doté d'une série d'inputs politiques, au rang desquels, bien entendu, la transition numérique, puisque je vais commencer par la fin. Et la transition numérique, elle touche à exactement toutes les questions que vous avez dit, à la fois un État qui ne doit pas être disqualifié par la dématérialisation. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. La gouvernance du numérique à l'avenir, il est au centre de nos réflexions. C'est vrai que les États, et principalement en Europe, on a un certain retard en la matière, à l'inverse de beaucoup de sociétés privées. J'en veux pour preuve le dernier forum des 100 auquel on a assisté ensemble. On nous a dit que l'avenir de la mobilité, c'est Uber, n'est-ce pas? Et donc c'est celui qui détient les données de demain qui sera aux commandes du dispositif. Et si l'État abandonne complètement la question de la transition numérique, confie le gouvernail à des tiers, alors il a perdu toute influence. Et l'influence, elle est fondamentale parce qu'on est en train de vivre une disruption de la société, une disruption complète de l'organisation sociale, et l'État, il est là aussi pour protéger le citoyen. Bien sûr que cette transition numérique, elle est, et je vous rejoins, porteuse de beaucoup d'innovations, sans doute de progrès, de facilitation de la vie, de mise en commun des énergies, de solutions d'avenir. Mais elle est aussi disqualifiante pour toute une série de personnes, d'exclusion sociale. Elle est aussi, avec pour conséquence, une rupture avec le contrat social. Elle est aussi elle dévore l'énergie. Beaucoup parlent de la blockchain comme l'avenir. Disons, moi, je reste prudente. Si on a une ambition, c'est celle de réussir cette transition énergétique, il faudra aussi beaucoup se méfier de la blockchain, parce que celle-ci, elle est très gourmande en électricité, et aujourd'hui, l'électricité, elle est très majoritairement produite avec des centrales nucléaires. Bref, tout ça pour vous dire que le gouvernement, il accompagne les transitions, en essayant de veiller à chaque fois à préserver ce qui doit l'être, notamment dans le rôle de la protection, et accompagner les innovations qui, elles, doivent avoir cette respirabilité. Et si vous voulez, pour utiliser une image maritime qui me vient, je dirais qu'on est à la fois les dépositaires des ancres, de qu'est-ce qui relève vraiment de l'encre qui doit être là. Reprendre Uber, formidable, mais que ça les affranchisse juste pas de payer des impôts, et puis d'assujettir leurs gens aux assurances sociales, parce que ça, c'est l'ordre institutionnel du pays. Maintenant, s'il y a des innovations dans la, mettons, mobilité 4.0, alors il y a des ancres, je dirais, libres pour les bateaux. Alors celle-ci, ça, c'est aussi un autre rôle de l'État, c'est d'accompagner, c'est de permettre des bacs à sable, comme celui-ci, c'est des espaces d'expérimentation, vraisemblablement, et puis peut-être un peu un phare, se dire, on va vers où, quel est l'avenir, qui le gouvernail, qui commande, qui est à la tête du dispositif. Ça, c'est les réflexions que mène le Conseil d'État actuellement. Voilà. Excellent, merci. Isabelle Moret, vous êtes conseillère nationale, vous êtes plutôt donc le représentante là, du législatif. Est-ce que vous avez l'impression que dans cette phase de transition, il va falloir peut-être plus protéger les citoyens, avoir plus de lois qui encadrent et qui permettent de faciliter cette transition, qu'elle soit numérique, écologique, ou qu'au contraire, vous êtes plutôt une libérale, de dire que le marché fera de toute façon tout ça très bien et qu'il faut encadrer un minimum la transition? Alors vous l'avez dit, moi je suis une libérale, donc j'estime qu'on doit avoir des conditions cadres qui permettent aux artisans, aux entrepreneurs, aux petites entreprises de pouvoir se développer. Et finalement, lorsque j'ai écouté tout à l'heure ces exemples qui nous ont été montrés, que je vous félicite de vous lancer ainsi, vous êtes des entrepreneurs tout à fait comme on conçoit les artisans entrepreneurs, simplement le sujet ou ce sur quoi vous travaillez est différent. Il est plus moderne, en fait, il est plus adapté à notre nouvelle société, à ce que beaucoup de gens aspirent. Mais finalement, on réalise que du point de vue législatif, que ce soit du point de vue du droit du travail, mais surtout en matière d'AVS et de deuxième pilier, on n'est pas du tout adapté à ce type de petites entreprises. Pourquoi? Parce qu'avant, la PME normale, eh bien, c'est l'électricien ou le sanitaire qui va se mettre à son compte, puis il va faire 100% ça, puis il va se développer petit à petit en prenant des employés.
Maintenant, que ce soit dans les hautes technologies ou dans les exemples d'entreprises qu'on a vus aujourd'hui, eh bien, ça ne fonctionne plus du tout dans ce type très hiérarchique avec un patron des employés. C'est un système qui est plus coopératif on n'a pas forcément une législation qui convient à ce type plus moderne de fonctionner. Et si je prends les questions du deuxième pilier, maintenant, on voit, par exemple, avec l'exemple de Xavier, il a un emploi et à côté, il a cette petite entreprise qui s'occupe des boulangeries. Et souvent, maintenant, ce type de petites entreprises, on s'engage ici et puis on s'engage encore ici et encore ici. Donc, ça fait en fait 3 petites entreprises cumulées. Et si on prend rien que le deuxième pilier, ça veut dire qu'il n'y a pas de couverture du deuxième pilier. C'est le cas aussi pour les startups en très haute technologie. Eh bien, ce sont des jeunes qui s'investissent dans plusieurs entreprises. Résultat, à chaque fois, ils ne sont pas couverts par le deuxième pilier parce que ils ont un petit revenu là, un petit revenu là, un petit revenu là, un peu comme les femmes de ménage maintenant. C'est-à-dire qu'elles ne cotisent pas au deuxième pilier, puis arrivent au moment de la retraite, elles n'ont pas de deuxième pilier plus que leur petit AVS. Et donc, toute cette génération de jeunes qui s'engagent dans des entreprises plus modernes, c'est-à-dire avec un cumul d'emplois différents ou un cumul d'entreprises, en fait, ne sont pas couverts par notre système d'assurance sociale parce que simplement, notre système est basé sur un type d'entreprise qui est beaucoup plus vieillot, hiérarchisé, en se disant on a un seul emploi et pas plusieurs emplois ou plusieurs engagements. Donc de ce point de vue-là, du point de vue du législatif, on doit maintenant réfléchir et voir que toutes ces start-up, parce que finalement ce sont des start-up les présentations qu'on a eues aujourd'hui, simplement on les appelle dans notre nom, start-up, on réserve toujours ça à la haute technologie, mais finalement dans l'écologie ou le développement durable, ce sont aussi des entreprises innovantes, des start-up. Notre droit n'est pas adapté et en particulier il ne couvre pas correctement du point de vue des assurances sociales tous ces entrepreneurs qui prennent des risques et qui se lancent. Xavier Comtesse, vous êtes un libre penseur, vous avez participé à la fondation des Swissnec, donc les ambassades scientifiques de la Suisse, vous avez été à la tête de Avenir Suisse pour la Suisse romande aussi. Vous avez l'impression que pour faire cette transition, il faut faire une sorte de contrôle-alt-delete, tout faire tomber ce à quoi on pensait auparavant, le monde du salariat qui n'est plus adapté, comme l'expliquait Mme Moret, de revoir un peu les systèmes de protection sociale, où la Suisse est plutôt bien partie pour cette transition et que notre structure politique, notre goût de l'entrepreneuriat, notre goût de l'innovation en général, va nous permettre de faire les choses bien, que ce soit d'un point de vue numérique ou écologique. Non, mais bon, c'est une question qui m'énerve, c'est pas, je ne vais pas y répondre. mais j'en sais rien si on est les meilleurs, les moins bien. En Suisse, on a toujours envie d'être le meilleur. C'est louable. C'est une importance. Ce qui est important, c'est que tu as 2 transitions, là, une de l'écologie qui a commencé quand même plusieurs décennies, et puis celle du numérique aussi, qui a commencé il y a plusieurs. Elles se rencontrent. Elles se rencontrent aujourd'hui dans un endroit très important, c'est pour ça qu'il est important, dans la ville. On parle maintenant de smart city, de ville intelligente. Pour la première fois, on va pouvoir vraiment faire des infrastructures écologiques. Mais vraiment, parce qu'avec les big data, on va pouvoir changer d'échelle. Ça, c'est l'espoir qu'on a toujours eu. Maintenant, on a un champ d'investigation, et il ne faut surtout pas le laisser aux technos, parce que, comme elle l'a dit très justement, si on prend, modèle, je l'aime bien, mais il est parti avec la blockchain. Jamais il faut partir avec la blockchain, elle a raison. Donc, il faut mettre maintenant de l'intelligence dans cette ville. Si on est capable de venir avec des gens comme lui, qui ont un long passé dans l'écologie, ils vont vous dire tout de suite, ah non, mais les blockchains, ça bouffe de l'électricité comme c'est pas permis, on ne les utilise pas. Mais c'est l'enjeu de la ville intelligente, il est colossal. On ne se rend pas compte, et on en a parlé un petit peu dans les médias, comme dans le tien, mais on a toujours été voir des villes qui existent à peine dans le reste du monde. Mais nous, on est en train de le faire. C'est des questions sur l'eau, comme elle l'a dit, un traitement des eaux. C'est des questions sur l'électricité, c'est des questions sur le chauffage, c'est des questions sur les déchets. C'est toutes ces questions-là. Enfin, on va pouvoir les régler. N'abandonnons pas la ville intelligence aux technos. C'est ça mon point. Luc Recordon, Xavier Comtesse, il a un petit peu parlé pour vous. Vous êtes avocat, physicien de PFL, vous avez une longue carrière. J'ai pas mal de choses à dire. Ça va. Partir depuis la ville, je caricature son propos, mais partir depuis la ville et de faire de l'intelligence, à la fois de l'économie inclusive, du numérique, de l'écologie, c'est intelligent de partir de ça? Oui, en fait, tous les niveaux institutionnels doivent intervenir. Ce que Nouria Gorité a dit sur le canton,
c'est à mi-chemin entre le très abstrait qu'on traite dans un Parlement national et le très concret qu'on traite au niveau du terrain. Et évidemment, dans le très abstrait, ce qu'a dit Isabelle sur le montant de coordination qui n'est pas coordonné, c'est typiquement quelque chose qu'on peut faire au niveau supérieur. Moi, j'ai vécu les deux niveaux. Hein. Ça fait plus de 28 ans que je suis municipal dans une commune de la banlieue lausannoise, et puis j'ai été 13 ans au Grand Conseil, 12 ans au Parlement fédéral, donc j'ai vu un peu même tous les niveaux. Et je dois avouer que c'est plus gratifiant et peut-être plus efficace, en effet, de travailler au niveau où je me concentre actuellement, c'est-à-dire le niveau municipal. On peut faire une foule de choses. Dans les niveaux intermédiaires, on peut donner des impulsions. La Californie vient, semble-t-il, de voter une loi, j'ai appris ça ce matin, par laquelle elle décide que cet État, qui est le plus grand des États-Unis, 6e économie mondiale, dit-on, va passer d'ici 2045 au tout renouvelable. C'est un défi gigantesque, mais c'est un défi qui pourra se gérer avec sûrement des incitations au niveau de l'État et des entraves si, un peu plus haut, si le gouvernement fédéral reste du type de ce qu'il est actuellement aux États-Unis. Mais c'est essentiellement sur la base du terrain que ça doit se gérer. Et évidemment qu'un État qui est à la fois celui le plus connu pour l'innovation avec la Silicon Valley par exemple, et un des plus menacés de devenir un désert avec le réchauffement climatique, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Mais nous aussi, on doit prendre ça au sérieux, et je crois que toutes nos communes, que ce soit celles petites comme la mienne, 1500 habitants, ou les grandes comme par exemple la voisine Lausanne, 140 000 habitants, il y a une foule de choses utiles à faire, à tester, pour que la ville et le village deviennent en effet intelligents. Et on a commencé, modestement par exemple à Lausanne, ils essayent de faire végétaliser les toitures, ce qui est une chose qui n'est pas apparemment très compliquée, mais qui demande quand même beaucoup d'efforts. Dans ma commune, on fait des choses assez simples aussi. Jusqu'à maintenant, on a mis des panneaux solaires sur la salle de gym et l'école, près de 500 mètres carrés. On a turé un cours d'eau, on est en train de faire un plan pour isoler les bâtiments communaux. On essaye d'avoir un plan sectoriel de l'énergie qui fasse que dans les quartiers, on propose aux gens qui ont souvent des chauffages électriques datant début des années 80, qui se mettent ensemble pour passer à autre chose, maintenant que ça devient de moins en moins populaire, etc. Donc c'est vraiment une volonté à déployer à tous les niveaux, et évidemment qu'il ne faut pas se laisser aveugler par la transition numérique, mais elle peut servir aussi. Elle doit servir. Elle doit servir et elle peut servir, parce que, prenons un exemple, il y a de plus en plus de possibilités de ne pas se déplacer pour des tas de choses. Ça, on l'avait identifié dans les années 80, quand je travaillais dans une boîte d'aménagement du territoire à Berne, à l'ASPAN. On avait déjà identifié, on a dit, mais ça peut changer complètement la conception de l'aménagement du territoire si on est capable de faire que les gens ne se déplacent pas pour rien. Alors, jusqu'à un certain point, après, il faut faire le bilan comparé. Est-ce que une visioconférence coûte plus cher que de déplacer des gus, je sais pas, de Lausanne à Berne ou quelque chose comme ça? Noélia Gorité, vous êtes la patronne des infrastructures pour le canton. On sent que l'exécutif, c'est excitant. Hein. M. Recordon l'a dit, vous avez le pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour aller vers cette transition plus écologique quand on est chef des infrastructures? Alors, Luc l'a dit, au fond, le rôle de l'État, il est effectivement très stimulant parce qu'on est dans cette position intermédiaire. L'État ne peut pas tout, mais l'État ne peut pas rien. Et ça, c'est vraiment une conviction qu'on a chevillée au corps. Les dernières décisions du gouvernement vaudois, elles sont assez emblématiques hein, à ce sujet. Sans parler de la question des investissements dans les transports publics, où c'est maintenant connu qu'on a véritablement réamorcé cette priorisation qui est faite au transport en commun et à la mobilité douce, en investissant massivement de l'argent public pour accompagner ce transfert modal. C'est compliqué de dire aux gens de ne pas utiliser leur voiture quand ils n'ont pas d'alternative à la voiture. Donc notre responsabilité consiste à offrir au moins cette alternative, et très rapidement les gens d'ailleurs l'utilisent. Ils voient bien le potentiel, ils voient bien l'avantage, la commodité, la rapidité, la fiabilité, bref. Mais mettons que
à côté de cela, ces transports publics qui sont d'ailleurs moins gourmands, moins polluants et aussi moins gourmands en espace, hein, parce que le territoire en Suisse a quelque chose à préserver. Le canton de Vaud vient d'affecter par exemple 20 millions supplémentaires à un plan de lutte pour la biodiversité et pour la lutte contre les micropolluants, par exemple. C'est 20 millions qu'on vient de décider d'affecter sur l'exercice comptable de l'année dernière pour cela. On est en train de se doter d'un plan climat dans le canton. Un plan climat qui fera l'objet d'assises l'année prochaine, je pense que ça vous intéressera, qui englobe toute une série de priorisations, de politiques publiques, mais aussi un plan climat qui prend en considération l'accompagnement du changement climatique. Parce que jusqu'à maintenant, on a surtout fait comme s'il n'avait pas lieu, ce changement climatique. Force est d'admettre, en tout cas cet été, même les plus climato-sceptiques auront admis que nous sommes dans une transition climatique. Notre plan climat prévoit d'intégrer un certain nombre d'investissements pour accompagner ces changements climatiques. Ça va révolutionner notamment les villes. Autre élément, on vient de se doter d'un fonds de 75 millions, c'est pas rien, pour appuyer toute initiative dans les green tech. Tout ce qui est, au fond, tout ce qui va servir à atteindre l'objectif, la stratégie énergétique 2050. Le canton de Vaud vient de se doter de 75 millions en faveur de cela. On vient d'interdire l'utilisation des glyphosates sur nos propres terrains. Là encore, on ne peut pas tout, on ne peut pas interdire le glyphosate chez les privés, ça n'est pas de notre compétence. Mais on agit là où on est compétent pour le faire. On a interdit l'utilisation du glyphosate sur les terrains de l'État. Voilà. Et ça mais on a fait une multitude d'actions. On est par exemple très préoccupé par l'éthique et notamment le bien-être animal. On est vraisemblablement un des cantons qui avons maintenant la plus grande attention à ce que nos porcheries soient des porcheries paille et soleil. Il y a des gens qui ne peuvent pas se porter de manger de viande, donc acte. Il y a des filières porcines, mais alors elles ne doivent pas se faire au détriment du bien-être animal. Et c'est l'ensemble de ces chaînes, disons, d'action qui entrent en cohérence, parce qu'au fond, moi je pense que le maître mot en matière de transition, c'est d'essayer de mettre en cohérence les politiques publiques. Ça ne sert à rien, d'un côté, de mettre en place une politique d'accompagnement pour préserver la biodiversité, si par ailleurs, eh bien, vous n'interdisez pas le glyphosate et si vous construisez des routes sur l'ensemble du territoire. Voilà. Et donc, je pense que le maître mot en la matière, c'est la cohérence. Et puis, c'est d'appeler aussi, ça c'est peut-être sans investissement public, mais on en a besoin de l'investissement public, on a besoin de lois, ça c'est aussi important à mes yeux. L'action individuelle, elle est fondamentale, mais disons, sans des lois cadres, sans des directions claires, sans un État finalement qui donne la direction, qui impose, ça passe parfois par la contrainte. J'ai aimé l'idée de la radicalisation, malheureusement, je pense, j'ai la conviction que des fois c'est de cela, on ne peut pas laisser tout le monde faire comme il a envie de le faire, et puis et regarder le résultat des courses. Le résultat des courses, c'est comme ça que ça s'est fait jusqu'à maintenant, puis on connaît le résultat des courses. Donc voilà, et puis le dernier point, c'est la prise de conscience, c'est agir pour les prises de conscience, parce que ces prises de conscience, elles vont impliquer un renoncement. Si on veut réussir finalement se vivre ensemble dans un mieux-être écologique et environnemental, ça va nécessiter quelques renoncements. On devra renoncer à une partie de notre confort, à une partie de ce à quoi nous sommes habitués. Et c'est ce décentrement qui est fondamental. Il y a moi, ma vie, mes besoins, et puis la prise de conscience du collectif, la prise de conscience du plus global que soi. Et ça, je crois que les États et les individus et les entreprises, on a ce rôle collectif à assumer. Xavier Comtesse, je vous voyais réagir sur la cohérence, besoin de cohérence. Oui, mais disons, bon, moi je ne parle pas aussi bien qu'elle, mais ça me paraît quand même un peu bullshit tout ça. Parce que qu'est-ce qui est en train d'arriver? On est une société qui va être conduite, drivée, comme ils disent, par les données. Bon. L'État n'est pas fournisseur de tellement de données que ça. Mais l'enjeu, vous l'aviez dit au départ, je suis d'accord, qui va les maîtriser? Je donne un exemple. Aujourd'hui, sur le trafic, il y a des gens qui ont fait des zones
sur les routes, vous voyez, des routes prioritaires, des pénétrantes, des zones, villas où il ne faut pas aller, des systèmes de feux rouges, des routes interdites, etc. C'est des plans de zoning, d'accord? Pensés par quelques personnes qui, disons, croient, savent. Bon, en même moment, les gens dans leur voiture, ils utilisent Google, ils utilisent Waze, ils utilisent TamTam, etc., qui leur indique en temps réel le chemin le plus court, qui est absolument en contradiction totale avec les plans de la ville. Totale! Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes, oui. Bon, ben c'est ça qu'il faut regarder en face. Non, non. Arrêtons. L'énergie, c'est pareil. L'énergie, où est-ce qu'on a un problème dans l'énergie? C'est essentiellement dans le chauffage, je le sais. Bon, mais attaquons sérieusement le problème. Mettons des capteurs, regardons qui déconne. Et on fixe les problèmes. Mais on y va par les données. On arrête les bricolages d'interdiction de machin. On regarde, on connaît et on agit. Voilà ce que je propose. Un plan sur les données. Il faut savoir, qu'est-ce qu'on fait? Isabelle Morin, vous êtes prête à vous faire allumer par Xavier Comtesse? Je viens de passer entre les gouttes, mais alors je profite de dire ce que j'ai à dire. C'est votre tour. Oui, alors, en fait, au niveau fédéral, je ne dirais pas qu'on travaille au niveau abstrait, je dirais qu'on travaille plus dans les grandes idées stratégiques. Et sur ce point-là, je voulais dire deux choses. Tout à l'heure, Nouria a parlé des transports publics. Et clairement, en Suisse romande, on a eu un retard d'investissement en matière ferroviaire. Et là, je crois que le Conseil d'État vaudois, avec tous les parlementaires vaudois, on s'est vraiment mis ensemble pour faire en sorte que, avec aussi les autres cantons romans, cet investissement maintenant, la prochaine tranche, elle ait lieu massivement chez nous parce qu'il y a un retard en Suisse romande. Et ça se traduit par ce travail concret et par des détails. Hein. Si je prends par exemple, on fonctionne au niveau fédéral dans des commissions. Donc c'est très important les sièges dans les commissions parce que ça permet de ramener dans nos cantons cette fameuse manne fédérale et on s'est coordonné de manière stratégique entre tous les partis pour ça. On a 2 conseillers aux États, Olivier Français et Géraldine Savary. On a réussi à les placer les 2 dans la commission des transports. De la même manière, lorsque j'étais encore vice-présidente de mon parti, on a droit à 4 sièges au national. Normalement, c'est un seul roman, mais là, j'ai réussi à placer 2 romans, un genevois et un vaudois. Ça fait encore des voix supplémentaires pour s'assurer que notre part nous revienne enfin, qu'elle n'est pas tout le temps du côté de la région zurichoise. Donc cet investissement, c'est des investissements massifs qui ont lieu au niveau fédéral, mais clairement la Suisse romande a été prétéritée. Et là, c'est un combat qu'on mène en commun avec l'appui du Conseil d'État qui nous aide techniquement, parce que c'est vous qui avez les connaissances plus techniques à nous apporter. Et l'autre élément que je voulais soulever, comme vous, certainement, vous avez entendu le testament politique de Nicolas Hulot lors de son départ, et en particulier, il regrettait que la France ne sorte pas du nucléaire. Et puis, je me suis dit, oui, c'est vrai, en Suisse, on n'est souvent pas très rapide dans les décisions et on pourrait décrire le Parlement comme étant une addition de bioschnock de droite. Néanmoins, nous avons pris la décision de sortir du nucléaire. Alors, Luc va me dire qu'on y sort au rythme suisse, bien sûr, au rythme suisse, mais néanmoins, à la Suisse, on va le faire. Vous voyez déjà que Mühleberg va fermer dès l'année prochaine sous la charge financière des contraintes qui leur sont mises. On a fixé des délais qui sont certes longs, mais on va à la Suisse les tenir. Donc je me dis, Nicolas Hulot finalement a moins bien réussi que ce Parlement suisse, puisque nous avons pris cette décision qui pour moi était une décision importante, qui a fait l'objet d'une évolution de ma part dans mon engagement politique. Et si je peux vous dire pourquoi, en fait, j'ai décidé de prendre la décision de sortir du nucléaire, c'était non pas à cause de Fukushima, mais parce que j'allais à Berne avec mes enfants, je louais un appartement, mes enfants étaient petits avant d'aller à l'école, et dans mon appartement de Berne, on nous a distribué des pastilles d'iode à cause de Mühleberg. Et je me suis dit, mais attendez, les gars, vous nous expliquez que c'est un risque théorique, mais vous nous distribuez gratuitement des pastilles d'iode. Donc en fait, votre mini-risque, il n'est pas du tout théorique, il est bien réel. Et ça, je suis pas d'accord de l'accepter, que ce soit pour mes enfants ou tous les enfants de Suisse. Et c'est ce qui m'a décidé à dire maintenant, je passe l'épaule, et ça nous coûtera peut-être très cher, ça nous coûte cher, mais il faut prendre cette décision pour l'avenir et sortir du nucléaire. Bravo. Luc Recordon et Isabelle Morin aussi.
parlementaire fédéral et ex-parlementaire fédéral, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi qu'il va y avoir de plus en plus d'initiatives de type sociétal, de type écologique, de type, par exemple, ce qui peut arriver, ce sur quoi on va voter au mois de septembre sur l'alimentation? Est-ce que finalement, le système politique ne va pas aussi permettre de plus en plus d'avoir les citoyens qui vont se saisir de ces thématiques et de les porter d'un point de vue politique devant une votation? J'en ai le vif espoir, en effet. Et c'est peut-être pour ça que je pensais, en écoutant Isabelle, au fait qu'au milieu des années 70, j'avais 20 ans, avec mes copains de la volée de physique dont je faisais partie, avec un certain Philippe Stauber, qui connaissent à Lausanne, qui était UDC à l'époque, on avait voté unanimement une motion demandant au département de physique, les PFL, de s'engager pour la fin du nucléaire industriel. Et c'est vrai, ça date d'il y a un peu plus de 40 ans. Il y avait Kaiser Rauxd en même temps, il y avait Malville, on a été plusieurs de cette volée, on s'est fait charger par les CRS sur un camping proche de Malville en 76. Et en 77, il y a eu un mort d'ailleurs dans les manifs de Malville. Et si aujourd'hui on en est à la démission de Nicolas Hulot d'un côté, et même pas sûr que Fessenheim, qui est une vraie poubelle proche de Bâle, se fermera, la centrale nucléaire de Fessenheim, et qu'en revanche la Suisse a un programme pour sortir, en tout cas, disons à une échelle d'une quinzaine d'années, ce qui est encore long, mais enfin qui est au moins quelque chose de concret et pratique, ça tient probablement à la démocratie directe, et il y a eu, je pense, 4 initiatives successives pour la sortie nucléaire, et c'est le système suisse, il ne faut jamais se décourager. Si l'idée est bonne, à force de taper sur le clou, il s'enfonce gentiment, et à la fin, il est vraiment planté. Et tandis que la France, elle est plantée tout court dans cette histoire. Donc, pour répondre à votre question, je crois en effet que les gens ne sont pas bêtes, sont prudents, ils attendent un peu de voir venir, on est un peu impatients. Mais la démocratie semi-directe a cet avantage que les bonnes idées reviennent et passent. Alors des fois il y a aussi des idées à mon avis assez mauvaises qui reviennent et qui passent. On a une foule d'initiatives dans le domaine de la limitation de l'immigration qui ont été refusées depuis celle de Schwarzenbach en septembre. Alors il n'y en a pas eu 4, il y en a une dizaine. Je ne vais pas compter, mais celle du 9 février 2014 a passé, elle est problématique. Ce qu'on peut espérer, c'est que le bon sens suisse permettra de ne pas prendre des voies comme les pays à gouvernance moins démocratique, je dirais, type Italie, Hongrie, enfin les pays de Visegrad, la Slovaquie, la Tchéquie et la Pologne, et qu'on arrivera par exemple avec une nouvelle initiative qui vient d'être déposée hier par l'UDC et la ZIN, tendant à sortir des accords bilatéraux, ou bien déjà avec l'initiative contre les juges étrangers, qui est une bataille fondamentale au mois de novembre. On arrivera peut-être là, en revanche, à montrer la maturité de notre système démocratique et marquer un coup d'arrêt à cette chose-là. Isabelle, si vous voulez rapidement rajouter quelque chose, vous aviez... Non, mais sur la question de la démocratie directe, eux vont bouger si vous bougez. C'est ça que ça veut dire démocratie directe. Hein. Donc un laboratoire comme celui-là, s'il pousse, il va avec des projets nouveaux et qui pousse ce que je souhaite, la Smart City, mais d'une manière écologique et pas d'une manière stupide. Vous avez c'est ici que ça démarre. Il ne faut pas oublier ça. La démocratie directe veut dire ça vient d'en bas, en gros. Mais en bas, si on ne bouge pas, il n'y a rien de ce qui se passe. Parce que là, quand on les écoute les deux, là, elles parlent super bien, mais on a l'impression qu'elles commandent, vous voyez, qu'elles savent. Elles ne savent rien, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est quand même à nous... Pourquoi je dis ça? Parce que j'adore ce qui s'est passé ici. Et j'adore le fait même qu'il y ait eu des manifestations devant. S'il n'y a pas de manifestants devant, c'est que vous n'existez pas. Donc, vous voyez, il faut toujours dire, si je n'ai pas d'opposition, c'est que je suis dans l'erreur, c'est nul, quoi. Hein? Donc là, c'est bien. Ou dans le banal, voilà. Donc ici, je pense que c'est un peu irritant ce que vous faites. Donc continuez à fond la caisse, mais amenez des solutions. Et donc quand il a dit dans son petit texte que c'est un média, je pense que c'est plutôt un think tank, un laboratoire. Vous voyez? Faites des choses, soyez concrets, trouvez des contrats avec les municipalités, bougez les choses, amenez vos idées sur le terrain. Après, ça finira peut-être un jour dans une loi.
Mais commençons pas par la loi. C'est pour ça que les Français se plantent toujours. Ils commencent par la loi. Mais voilà. Et puis on peut se tromper. Alors c'est mieux que vous vous trompez que eux se trompent, vous voyez. Ah bah ouais, c'est clair. Isabelle, vous vouliez continuer sur cette question? Oui. En fait, les politiques, nous sommes des généralistes. Donc, par la force des choses, nous ne savons pas les choses techniquement. Mais la grande qualité d'un politique, je pense que Nouria, là, on va se défendre toutes les deux, hein, c'est d'être à l'écoute. C'est-à-dire que, à l'écoute de vous, à l'écoute de la population, à l'écoute des différentes entreprises, à l'écoute de l'évolution de la société, et tout d'un coup de réaliser, mais nos lois, elles ne sont pas adaptées. Et vous l'avez dit, je suis libérale, donc moins il y a de lois, plus je suis contente. Mais il faut quand même cadrer parce qu'il faut protéger, c'est-à-dire protéger le consommateur, protéger les plus faibles, protéger l'environnement, etc., etc. Et donc ce minimum de lois qui protègent, il faut qu'elles soient adaptées à la société. Et donc pour ça, nous, on doit pouvoir écouter et être sensibilisés à ce qui se passe, puis nous dire, ah mais on a de nouveau 10 ans de retard sur ce sujet, il faut modifier notre loi. C'est ce que je disais par exemple en matière de deuxième pilier, on a du retard sur ce sujet par rapport à la manière dont sont structurées dorénavant les nouvelles entreprises. Et c'est la même chose sur beaucoup de sujets. Merci beaucoup. Alors avant de passer la parole au public pour des questions, donc préparez-vous pour les questions. Juste une dernière petite question qui m'a été glissée par Théo. Qu'est-ce qu'on fait pour stimuler en fait les entrepreneurs sociaux, enfin disons ceux qui commencent tout en bas? Est-ce qu'il y a des choses, on a parlé par rapport à la prévoyance tout à l'heure par rapport au deuxième pilier, est-ce qu'il y a d'autres choses que l'État, qu'un think tank permanent comme Xavier qui peut stimuler? Non mais moi je pense qu'il faut, un peu comme tu dis, il ne faut surtout pas avoir d'entrave. Ensuite, toi, tu as un rôle important. Si tu peux la mettre, elle, en lumière, ça l'aide, parce qu'il y a des gens qui vont aller vers elle. Si on ne la connaît pas, par exemple, ça va l'aider. Mais aussi, ça va l'encourager. Et après, elle devient pas un modèle, j'aime pas le mot modèle, mais elle dit, si elle peut, elle est tellement bête, moi aussi. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Si vous êtes trop intelligent, ça ne va pas, parce que les gens ils disent, il n'y a qu'elle qui peut. Vous voyez. Mais là, comme vous nous avez présenté, c'était adorable. Franchement, ça donne envie. Et puis, vous ne faites pas la leçon. Et puis, c'est bonasse, c'est simple. Et alors, les gens disent, ah, mais si elle y arrive, moi, je vais aussi y arriver. Et comme ça, les idées se multiplient. Mais lui, il a un rôle hein, de mettre en lumière les belles choses. Hein. Change le titre, le temps. On peut peut-être quand même juste dire une chose, c'est qu'il y a un élément de cette intervention qui m'a frappé, qui est une chose assez simple, c'est l'idée, alors qui est une mesure législative, mais assez marquée au coin du bon sens, c'est assez simple de dire plus de permis de construire lorsque le système d'épuration n'est pas adapté. Ça, c'est une mesure que les politiques peuvent prendre, mais assez simple. Les fribourgeois ont pris. Question du public? Oui, tout au fond, mais je crois qu'on va vous entendre, donc on ne va pas vous passer un micro nécessairement. Bonjour, Marla Borgener, je suis entrepreneur social et fondatrice de Bringo Web. J'ai entendu le mot start-up, smart city, big data. Depuis 2011, je suis une pionnière d'utiliser des données sous forme, de récolter des données sous forme de jeu, mais de les anonymiser et de les utiliser pour le bien commun, de les rendre à la société sous forme d'économies de ressources, de meilleure compréhension, de meilleure gestion. Et puis quand j'entends le mot start-up, très vite quand on a des projets comme le mien, donc de donner au service de la société d'une ville plus intelligente ou d'une entreprise plus intelligente ou d'un festival plus intelligent, j'ai entendu tout à l'heure, on se heurte à cette philosophie des start-up qui est toute pourrite. Et oui, parce qu'en fait, quand on a un projet de bien commun, on n'est pas dans un exit strategy sur 2 ans ou 5 ans qui va rapporter des millions à quelqu'un. On est sur de la durabilité. Et donc, il y a un nouveau modèle à créer, mais il y a aussi une nouvelle vision et un nouveau vocabulaire. On parle parfois de network, et j'aimerais savoir dans quelle mesure on va laisser cette place dans l'innovation ou chez les politiques, et commencer à avoir le vocabulaire qui va avec cette smart city. Parce qu'on n'aura pas de smart city si on continue de traiter les données des gens comme une monnaie. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le point cardinal de la transition numérique. C'est d'abord une politique de la donnée qui couvre l'ensemble des politiques publiques. Mais je partage ce point de vue. Disons, pour moi, le gouvernail, il doit être en main publique et il doit être mis au service d'eux.
Et c'est faux de dire que l'État ne possède pas de données. L'État possède énormément de données, bien sûr. Elles doivent être mutualisées avec, disons, l'utilisation de nous, des individus, et puis les mutualiser, mais à un endroit dont le pilotage, on doit être sûr qu'il est guidé par les principes des pouvoirs publics. C'est-à-dire, on ne doit pas monnayer les données. Les données, c'est un bien commun. Et ce qui est commun, il appartient à tous. Et par voie de conséquence, il ne peut pas faire l'objet de détention par des tiers, comme par exemple Swisscom, mettons. On parlait de Smart City tout à l'heure, un exemple tout concret. Le partenaire incontournable aujourd'hui, c'est Swisscom. C'est Swisscom qui détient vos données par les téléphones portables, qui connaît vos points de départ et de destination, les horaires, etc. et qui va, au fond, modéliser ces informations dans des banques de données qu'il va ensuite vouloir revendre au pouvoir public. Et donc, à défaut d'avoir un Smart City et une politique de la donnée qui obéissent aux principes de saine gouvernance des pouvoirs publics, eh bien, les pouvoirs publics, communes, cantons, confédérations, on va devoir être les clients de ces entreprises privées, Uber, Swisscom, qui vont nous vendre les données selon des paquets. Alors, ils savent faire ça très bien. Hein. Donc, il faut prendre conscience, et disons, moi je valide totalement le point de vue de madame, maintenant déjà, de cet enjeu, parce qu'ils ont déjà pris la main. Et je vous assure que ça va être difficile de la leur reprendre. Oui, je le dis oui, parce que je suis en charge de la stratégie numérique de l'État, et je sais qu'en face de moi, j'ai déjà Swisscom, qui m'explique qu'ils ont des tas de packages à vendre. Non, mais je suis un peu plus optimiste, parce que d'abord, on peut mettre un peu des internets des objets un peu partout, des sociétés comme la sienne, on peut les transformer aussi, les aider. Et donc, en fait, je ne laisserai pas le champ au GAFA. Je ne le laisserai pas. Et on l'a vu dans d'autres endroits, au bout d'un moment, on peut... pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un problème fondamental. Ils ne parlent pas le vaudois. Non, ils n'ont pas la culture, vous voyez, ils sont un peu dans la merde quand même, vous voyez. Et donc, c'est ça sur lequel nous, on tient le territoire, on ne va pas le lâcher, voilà. Pour moi, ça implique un autre point fondamental, on l'a esquissé, mais c'est l'assujettissement à l'impôt de toutes ces sociétés qui trouvent quand même pas mal de moyens de ne pas payer l'impôt, parce que la Smart City, la ville intelligente de demain, elle va devoir être équipée d'infrastructures très importantes. Et il faut prendre conscience de ça. Il ne suffira pas d'être dans sa voiture avec un smartphone que automatiquement votre voiture soit connectée. Il va falloir que les communes, et c'est principalement les villes, qui vont devoir consentir à des investissements massifs de capteurs pour que les informations puissent se transmettre entre les objets. Ces investissements, ils vont nécessiter d'abord la 5G, c'est un point, et d'autre part, ils vont nécessiter des investissements colossaux. Et donc, il y aura un gap énorme entre les investissements publics, canton, commune, confédération, et puis l'exploitation, cas échéant, des données par des tiers privés. Et donc, si on veut, à un moment donné, ne pas se retrouver dans ce système de détention par les GAFA, justement, de toute l'information au service du développement des politiques publiques intelligentes, il va falloir en prendre conscience assez rapidement. Alors, si la ville intelligente a besoin d'investissement colossal, elle n'est pas intelligente. Elle est bête. Non, moi je ne pense pas du tout comme vous. Je pense que ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil. On a eu cette même discussion quand dans les années 70, on devait sortir du nucléaire. Alors, il y a des gens qui disaient des monstres d'investissement. Pas du tout. Par exemple, le stop au gaspillage, une société de 2000 watts, c'était juste le contraire. C'était juste le contraire. C'était diminuer les investissements. Donc il faut faire très attention. Ceux qui partent sur les gros investissements, c'est qu'en général, ils sont en train déjà de nous rouler quelque part. Vous voyez ? Isabelle. Oui, je voulais intervenir sur les questions de gestion des données, peut-être après de neutralité du net. On est justement au Parlement maintenant en train de travailler sur la fameuse loi sur la protection des données dont vous avez entendu parler, qui justement va régler comment protéger les gens lorsqu'il y a toutes ces gestions de données. Et là, on se heurte à ce problème dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à la fois bien, mais là on se trouve que c'est pas bien. C'est-à-dire que les politiques sont des généralistes, et honnêtement, on est complètement dépassé sur cet élément-là. Si je vous donne un exemple, au Parlement, nous ne sommes que 6 à travailler sans papier. Moi, j'ai décidé, je ne veux plus qu'on m'envoie ces 235 kilos par an de papier, je ne les veux plus.
Je travaille uniquement à partir de ce qui est disponible par l'extranet, ce qui est tout à fait possible. Mais on est que 6 sur 246 à avoir pris cette décision. Donc il y a ici, peut-être dû à la génération moyenne d'âge des parlementaires, mais aussi peut-être à leur mentalité, finalement peu de parlementaires qui réussissent à comprendre ces éléments assez modernes. Et quand je vois la commission qui traite de la question de la protection des données, qui est celle où je suis, on est 25, mais d'habitude on s'occupe d'asile, du droit des étrangers, et puis de toutes les initiatives EDC. Puis tout d'un coup on s'est retrouvé avec cette loi sur la protection des données, puis je regardais les 25, et puis je disais mais qui comprend ce qu'on est en train de faire? Moi honnêtement j'avoue les limites de mes capacités même juridiques alors que je suis avocate. C'est super technique, super compliqué et je ne suis qu'une généraliste. Et honnêtement, on est dépassé. Et c'est un des éléments qui fait, ça a été beaucoup rapporté dans les médias, mais pourquoi vous prenez autant de temps? Mais on doit d'abord commencer bêtement à comprendre ce qu'on est en train de faire et quelles sont les implications. Donc on a commencé avec des trucs tout bêtes, comme des auditions justement des représentants des GAFA, après des représentants des consommateurs, des représentants des cantons, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on nous demande. Le droit européen a évolué sur cette question, visiblement ça a l'air d'aller dans le bon sens, mais avant de prendre des décisions qui sont quand même importantes, est-ce qu'on prend les décisions qui vont dans le sens où on aimerait? On a là une problématique, c'est que clairement le monde politique est dépassé par ces évolutions. Je peux juste peut-être ajouter un élément dans ce que peuvent faire les pouvoirs publics. Il y a un énorme travail d'exemplarité sur ce qu'ils font. On a parlé du cas du glyphosate, bon, mais si je prends maintenant la décision vaudoise me convient tout à fait bien naturellement, mais je reviens alors à l'histoire des données. Et dans la mutualisation des données et la non-financiarisation de leur distribution, il y a vraiment un exemple essentiel à donner, parce que je pense que jusqu'à maintenant, on s'est pas mal loupé dans tout ce qui est open, hein, pensez au logiciel libre. Alors, il ne faut pas qu'on se loupe dans les open data, les données libres, comme on s'est loupé dans les logiciels libres, ou à part quelques exemples honorables, la gendarmerie française, le tribunal fédéral et quelques autres, on a laissé le champ complètement à Microsoft et à Apple, et ça c'est vraiment extrêmement dommage. Mais il ne faut pas dire aux politiciens de quoi faire. Faites-le. Le moment où vous l'avez fait, lui, il va être embarrassé, ou vous l'invitez comme ici. Elle nous a marqués, vous voyez. Et bien ça, c'est bien. Parce qu'elle a fait, et après, elle nous dit quelque chose. Et sa remarque, elle était politique, mais on va la faire. C'est tellement logique. Elle vient avec de la connaissance. Elle l'a fait. Vous voyez. Et après, ça marche. Plus ou moins à l'appui de ce que tu dis, Xavier, mais dans le sens exact de ce que dit madame, il y a un mix. Moi, j'ai un exemple tout simple. Il y a 10 ans, comme municipal des écoles, j'ai été abordé par une diététicienne avec l'appui d'une des maîtresses d'école qui me dit: est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre aux gamins à manger un peu correctement? Il y a une intervention d'une diététicienne dans les classes de ma petite commune de 1500 habitants depuis 10 ans. Elle vient quelques heures, ça coûte 1000 balles par année. C'est simple comme bonjour. Et après, les gamins, ils viennent à la maison en disant: papa, maman, pourquoi est-ce qu'on mange des cochonneries au petit déjeuner? Mais, disons, ça se fait déjà. Hein. Disons, les programmes scolaires intègrent beaucoup de ces éléments. Moi, je suis d'accord, on ne peut pas tout attendre de l'État, mais encore une fois, l'État ne peut pas rien faire. Et donc, dans les programmes scolaires, cette question de l'alimentation responsable est déjà intégrée. Et d'autre part, le canton de Vaud a fait un autre truc pas mal. On est aussi responsable de ce qu'on appelle l'alimentation collective, c'est-à-dire tous les repas qui sont servis dans les crèches, les garderies, les gymnases, les prisons, les hôpitaux, les EMS. Et donc, on a fait le calcul, c'est 7 millions de repas annuels qui sont servis dans le canton de Vaud dans la restauration collective. Et donc, on a décidé à l'État de Vaud de passer avec le logiciel Bilong, je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme le certificat énergétique des bâtiments, ça je pense que c'est plus connu, où on fait un screening du bâtiment pour savoir quels sont les points d'amélioration pour finalement améliorer sa performance énergétique. On fait la même chose avec les cuisines de ces établissements. On prend les tickets d'achat, tout simplement. On regarde quels sont les éléments, les ingrédients qui ont été achetés par l'établissement. Et puis, bah voilà, si on regarde qu'ils achètent des fraises en Espagne ou pire, eh bien, on accompagne finalement ces cuisiniers
pour améliorer leur bilan, pour les accompagner vers une alimentation durable, de saison, bio, locale, comme on les aime. Et on doit dire qu'on a eu un gros impact là-dessus. Et donc, on fait connaître maintenant ce label. C'est un logiciel Belong pour accompagner vers une meilleure alimentation. Excellent. Il y a une question ici. J'ai une question, mais je vais donner une petite réponse. Je fais de la pub pour une organisation pour laquelle je travaillais jusqu'à l'année passée, Actares. Par la base, c'est des actionnaires qui vont justement dire à Nestlé pourquoi vous faites de la publicité pour des mauvais produits, etc. En tant qu'actionnaire, donc en partant de la base, c'est ce que comme le disait Xavier Comtesse. Puis je reste dans le niveau économique parce que moi, ce qui m'interpelle un peu quand on parlait de tout ça, c'est que il y a quand même une question qui va être au-delà de la politique, à mon avis. Le nerf de la guerre, c'est qui gagne et qui perd. On a parlé d'impôts, enfin, qui paye la facture à la fin. On parle d'Uber, je prends juste l'exemple typique, on a des TomTom ou des chercheurs d'itinéraires qui envoient des automobilistes vers des infrastructures qui sont sous-équipées, qui ne fonctionnent pas bien. À qui la faute? Est-ce que c'est l'État finalement qui va devoir adapter ses structures aux frais du contribuable parce que l'informatique, moi j'ai informaticien de formation, fait faux, entre guillemets. Est-ce que, voilà, qui doit tenir compte de la planification de qui? Et à la fin, aux frais de qui? Ça pose la question entre le leadership que vous posiez, des gens qui possèdent des données, la légitimité de l'État, et finalement, à la fin, qui va manger qui au niveau du porte-monnaie. Je suis désolé, maintenant je suis un peu dans l'économie, maintenant je suis dans la politique en plus, je suis très sensibilisé à la facture. Je vais répondre à ta question assez facilement. Ici, on avait un espèce de consensus sur l'importance des données. On avait un consensus sur l'importance des données et pas les lâcher aux GAFA. Pas les lâcher aux GAFA. Donc ça, c'est un premier point. Tu as déjà une philosophie. Après, tu te dis, comment est-ce que je peux les stocker ou en avoir autant que sur le territoire? Et là, se pose la question de quelles sont les données qui seraient utiles pour améliorer la vie des gens. Par exemple, ces questions de chauffage, ces questions de trafic, mais ça peut être aussi des questions d'urbanisme, ça peut être des questions de chauffage à distance, ça peut être énormément de questions. Tu vois. Après, tu te poses la question, quelles sont les données que je vais récolter, moi, sans en parler ni à Swisscom, ni... Parce que Swisscom, en fait, et Google, ils ont surtout une connaissance de nos mouvements individuels. Ils savent où on va. C'est ça qu'ils regardent, tu vois. Mais ça, on peut l'avoir autrement. Bon, on ne va pas philosopher trop là-dessus, mais on peut l'avoir autrement. Et donc, moi, ce que je prétends, c'est quelles sont les données qui vont améliorer notre vie, d'un point de vue écologique, et aussi d'un point de vue, comme tu dis, de rentabilité. Moi, ce que je souhaite dans la ville intelligente, c'est qu'elle coûte moins cher, et qu'elle n'a pas d'empreinte écologique, ou le minimum. Voilà, tu as deux visions très claires. Si j'arrive à diminuer le chauffage, parce que je chauffe avec l'eau du lac, par exemple, et puis que ça marche, hein, il faudrait encore faire les calculs, mais avec des pompes à chaleur sur le lac, c'est quand même assez grand, et puis il y a 300 mètres de profond, sans tuer trop de poissons, il faut regarder tout ça, hein, je dis ça juste un peu comme ça. Mais là, tout d'un coup, j'ai une source, et j'ai un profit. Comment il sera distribué? Ma facture, elle sera plus basse, déjà, tu vois. Donc, tu peux réfléchir à chacun de ces problèmes en disant, où sont les données? Comment moi, je me les approprie, en tant que collectivité, hein. Open, je les laisse ouverts, j'encourage les startups, j'encourage les idées, et puis je mets en marche la ville, tu vois. Mais je ne confie pas ça à IBM et à monsieur Watson, tu vois. C'est ça la tendance aujourd'hui. Le maire, vous voyez, ce qui est marrant, dans tout le monde entier, il n'y a aucun maire, aucun syndic, comme vous dites ici, qui aimerait avoir une ville stupide, hein. Donc tout le monde est sur la ville intelligente. Mais ils sont tous en train de commander des études à Watson ou à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas laisser faire ça. Nouria Gorité, vous vouliez intervenir et on terminera là-dessus. Je suis d'accord avec les grands principes, disons, hein, échafaudés maintenant par mon ami Xavier, mais disons, dans les faits, qu'est-ce qu'on observe? Tu as évoqué tout à l'heure Waze. Ouais. Bah ouais. Waze, c'est quoi? Waze, c'est que vous êtes dans la voiture, il y a un bouchon, puis vous vous dites, ah, où c'est que je peux aller pour sortir le plus vite du truc, quoi. Et donc Waze, il va vous dire, bah là c'est libre.
Et Waze, comme tu l'as dit, il va t'envoyer dans les zones 30, dans les quartiers d'habitation, précisément là où les pouvoirs publics, la population, voulait justement pas avoir du trafic. Donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ça implique des choses. Parce que les pouvoirs publics, municipalités et cantons et confédérations, considèrent que ça ne va pas. Waze ne peut pas se substituer aux décisions souveraines du peuple et des élus du peuple. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ce qu'on appelle la GCTA, magnifique, la gestion coordonnée du trafic d'agglomération. On va mettre en commun les ressources de toutes les communes. On va imaginer des scénarios de délestage. Par exemple, quand il y a des grandes manifestations, quand il y a des grands bouchons, des grands accidents, on va imaginer, et on est en train de le faire, des hypothèses de délestage de trafic, de déviation des trafics, où on va coordonner l'ensemble des feux pour vous donner la priorité. Parce que ça, Waze, il ne fait pas. Waze, il vous dit, vous allez sur Lausanne, allez dans le nord. Puis une fois que vous êtes sorti de Lausanne, la commune d'après, elle n'a pas l'information. Donc les feux ne sont pas coordonnés. Et donc l'idée qu'on a développée avec la Confédération et le canton de Vaud, c'est de dire il faut maintenant qu'on réagisse très rapidement et puis qu'on mette en place une politique d'information, vraisemblablement sur smartphone aussi, où on va donner l'information à l'automobiliste avant qu'il parte, déjà, si possible, qu'il y a un événement, lui donner tout de suite le bon itinéraire, et cet itinéraire, il est priorisé sur l'ensemble du territoire. Et donc vous voyez que les pouvoirs publics, ils sont en permanence en ce moment en train de se substituer, d'essayer de contrecarrer ce que au fond, l'économie, parce qu'ils ont bien vu qu'il y a des profits derrière, eh bien, met en place. Et donc oui, moi, j'ai la conviction malheureusement qu'il y aura un coût pour les pouvoirs publics de cette transition, mais je considère que ce coût-là, il est nécessaire pour atteindre les objectifs qu'évoquait Xavier, à savoir une ville intelligente et plus durable. C'est un vice des parlementaires d'adorer prendre la parole de manière impolie après la représentante du gouvernement. Je ne peux donc pas m'empêcher de le faire. C'est un agaçant. Ça les rend fous d'ailleurs, c'est le but. Alors, là, je voulais juste ajouter un petit mot, c'est que je suis tout à fait d'accord avec l'idée de cette stratégie. Il y en a encore une qui est meilleure. C'est de développer sa connaissance individuelle du territoire, ça s'appelle la géographie, ou l'histoire. Et alors, on n'a même pas besoin de se brancher sur le smartphone et on ne va pas où tout le monde va, parce que le smartphone donne la même indication à tout le monde. J'ai essayé ça un jour où l'autoroute Lausanne-Genève était prise et il fallait se rendre à Nyon, au Paléo. Et j'aime bien la côte, j'aime bien le territoire vaudois, j'ai tout coupé tout seul. Et il y a un truc qui s'appelle transport public. C'est juste, mais il était bloqué aussi ce jour-là, parce qu'il y a malheureusement trop d'accidents. Il faut toujours avoir un vaudois avec soi. Merci à vous quatre, parce qu'on est en train d'exploser le timing. Les différents intervenants vont être encore là si vous leur parlez après, parce que là on a déjà dépassé 15 minutes, désolé. Merci à tous, merci de votre intérêt. Alors moi, j'aimerais vous inviter à revenir aux bonnes vieilles traditions. Évidemment, le café, ça stimule la créativité, ça donne des énergies qui peuvent même stimuler d'aller là où il faut. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait le matin, le café, après, voilà. Mais c'est, en fait, c'est la magie de ce qui est dans la nature, qui est évidemment à chaque gorgée, comme ça, vient nous réveiller. Et il y a différentes façons d'utiliser le café. Moi, j'ai peut-être une autre façon. Le café qui va peut-être vous faire danser. Les basses là, tous les hommes, et les filles. Écoutez.
Voilà, merci beaucoup. L'apéro vous attend, il est offert et les bouteilles sont dès 15 francs. Ça vaut la peine. Vous pouvez aussi les commander et vous les envoie à la maison. Merci. Merci.